Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous ouvrons pour vous le 38e jeudi de l'ordre sous cette forme. Un flash info d'abord, qui nous donne le plaisir d'accueillir le docteur Fanny Medina-Riera, spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale, scénologie et imagerie de la femme, qui va nous parler dans le cadre d'Octobre Rose et nous éclairer sur le dépistage du cancer du sein. Le sujet de ce soir ensuite, avec M. Kamal Oskan, qui arrive de Paris malgré le mauvais temps, responsable de la sécurité de l'information au Conseil national de l'ordre des médecins. Il va expliquer comment protéger votre cabinet contre une cyberattaque. Merci à notre présidente et aux membres de ce CD. Merci à toute l'équipe de la communication. Avant de céder la place, je veux avec pudeur parler d'un homme de conviction, d'un homme de cœur, permanent dévoué à notre médecine et à nos jeunes médecins. Il va devoir s'éloigner un temps du CD. Je salue Guillaume Gorincourt. Fanny, tu as la parole. Bonne soirée à tous. Bonjour, alors Dr Fanny Medina, moi je suis radiologue, je suis spécialisée en imagerie de la femme et je vais vous parler du dépistage du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, dans les premières questions qu'on se pose en général, c'est à quel âge on doit commencer à prescrire les mammographies à nos patientes. De 50 à 74 ans, il n'y a pas de sujet, c'est le dépistage organisé, c'est dans les recommandations de l'HAS, c'est tous les 2 ans. Donc soit c'est la convocation qui arrive à domicile, soit c'est une prescription médicale. Après 74 ans, il y a débat. Il n'y a pas de recommandation de l'HAS, donc là c'est à discuter. Si la patiente a un bon état général, on peut lui prescrire des mammographies. De 40 à 50 ans, là aussi, il n'y a pas de recommandation. On sait que l'âge du cancer du sein a tendance à baisser. On a des cancers du sein, on les observe de plus en plus jeunes. On sait aussi qu'il y a 20% des cancers du sein qui surviennent avant 50 ans. Donc, il n'y a pas de recommandation, mais c'est possible de faire un dépistage individuel à partir de 40 ans, donc sur prescription médicale. Avant 40 ans, alors, pas de mammo systématique. Échographie en première intention. On sait que le tissu mammaire est plus sensible au rayonnement et il y a moins de cancer du sein. Donc, il n'y a pas d'indication de faire des mammos systématiques avant 40 ans. Sauf cas particuliers, les patients très à risque, les bilans préopératoires, les bilans avant PMA. À quelle fréquence on va faire les mammographies? Alors, s'il n'y a pas de facteur de risque, ça va être tous les 2 ans. S'il y a un facteur de risque, ça va être tous les ans. Les facteurs de risque, alors c'est quoi? Il y a des facteurs de risque majeurs, quand le risque relatif est supérieur à 4. Alors, on les connaît, c'est les antécédents personnels de cancer du sein. C'est les antécédents de lésions à risque, c'est ce qu'on appelle les atypies. La patiente qui a déjà été opérée pour des atypies, elle, on sait qu'elle est très à risque. Évidemment, les mutés, les BRCA et autres, elles ont carrément une IRM complémentaire annuelle, donc c'est vraiment très protocolé. Les patientes qui auront une irradiation thoracique, comme dans la maladie de Hodgkin, elles auront une surveillance comme les mutés avec une IRM. Alors, après ça, il y a les risques modérés avec les antécédents familiaux. Alors, pas n'importe quel antécédent familial. Quand la patiente arrive en disant j'ai mes 2 grands-mères qui ont fait un cancer du sein, c'est pas forcément à risque. Première question, c'est à quel âge elles ont fait le cancer du sein. Si c'est à 70-80, aucun risque majoré par rapport à la population générale. En fait, on pondère par rapport à l'âge de survenue du cancer dans la famille. Si c'est avant 50, si c'est avant 40, ça a beaucoup plus de poids. S'il y a eu un cancer de l'ovaire, il faut penser aussi à demander ça, un cancer de l'ovaire dans la famille, notamment avant 70 ans. Donc, plus c'est jeune, plus ça a du poids. Et on ne va pas additionner la branche maternelle et la branche paternelle. On ne prend qu'une seule branche et on prend la plus risquée. Donc, les 2 grands-mères, non, il faut savoir à quel âge et prendre le plus risqué des 2. Alors, quels examens on va prescrire en fonction d'une anomalie? S'il y a une masse, qu'est-ce qu'on prescrit? Avant 40 ans, on a vu échographie en première intention. Après 40 ans, ça sera mammo et écho. Pas d'IRM en première intention. Je rappelle qu'une IRM s'interprète toujours avec une mammo et une écho. C'est un dossier scénologique complet. À chaque fois, nous, on fait la guerre aux patientes parce qu'elles nous ramènent le dossier mammo-écho. C'est hyper important.
Si jamais on trouve quelque chose de suspect, on va jusqu'à la biopsie. Et l'IRM ne va pas remplacer la biopsie. Il y a une anomalie, il faut biopsier. Je fais un petit rappel pour les biopsies parce que c'est pas très clair. On a des microbiopsies, des macrobiopsies. Alors, c'est quoi? Les microbiopsies, c'est quand l'aiguille est fine. La macrobiopsie, quand l'aiguille est épaisse. Quand est-ce qu'on fait des microbiopsies? Quand on a une anomalie sous écho. On peut cibler sous écho, on va prendre une aiguille fine pour faire un prélèvement. Ça, c'est facile, c'est rapide. La macrobiopsie, c'est essentiellement quand il y a une anomalie à la mammographie, à savoir des microcalcifications. Là, c'est une procédure qui est plus complexe. C'est une patiente qui est installée sur table dédiée et il y a un contrôle mammo pour cibler des microcalcifications. Donc ça prend plus de temps et on appelle ça une macrobiopsie. S'il y a une douleur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est hyper fréquent, c'est rarement révélateur d'un cancer. On dit souvent aux patientes, si ça fait mal, c'est que c'est pas un cancer. Bon, c'est pas du 100%, mais c'est vrai que c'est rarement un signe suspect. Avant 40 ans, on a vu, on reste sur l'écho. En gros, c'est comme une masse. Avant 40 ans, c'est l'écho. Après 40 ans, mammo-écho. Si c'est suspect, on reste sur la biopsie. Pas d'IRM pour des mastodinies. L'inflammation. Une inflammation, c'est quand même assez fréquent, même hors allaitement. C'est souvent des patientes tabagiques. Écho en première attention, surtout quand elles sont hyperalgiques. Si on leur fait la mammo, elles vont vraiment pas apprécier. Et on voit si ça peut avoir un aspect infectieux. Donc là, c'est avec la clinique, érythème, fièvre, douleur. Si c'est un aspect infectieux, antibio et on recontrôle un 15 jours. On a quand même toujours en arrière-pensée le cancer inflammatoire, même s'il est rare, évidemment qu'il faut le rechercher. Si la mammo, il y a toujours des signes inflammatoires après l'antibio, mammo, donc 15 jours après. S'il y a un écoulement, alors, pas n'importe quel écoulement, il sera exploré s'il est uniporique, s'il est clair, séreux ou foncé. Si c'est une galactorée, c'est-à-dire que si c'est bilatéral et lactescent, évidemment, c'est pas inquiétant, il n'y a pas forcément une imagerie à faire. Donc, quand la patiente parle d'un écoulement, premier truc, est-ce que c'est multiporique? Est-ce que c'est blanc? Quelle est la couleur? Écho en première intention, mammo aussi. En fait, on recherche un cancer toujours, mais on cherche un papillome. Un papillome, c'est quoi? C'est un petit nodule qui va pousser dans les canaux galactophoriques et qui va créer cet écoulement. Et en fait, il peut dégénérer. On peut trouver un papillome qui est d'abord atypique, puis qui dégénère. Si jamais on ne le voit pas à l'écho ni à la mammo, là, on va jusqu'à l'IRM. La surveillance de prothèses. Alors, à l'écho, parce que l'écho, c'est vraiment un examen qui est très sensible pour voir les ruptures. Là, vous voyez, il y a une prothèse qui est normale. Après, il y a 3 prothèses, il y a une rupture. On voit du silicone qui passe autour. Il y a une rupture de la prothèse. Donc, quand le radiologue vous dit qu'il y a une rupture de la prothèse, en écho, c'est sensible. Si il y a un doute, on va à l'IRM, mais c'est pas obligatoire. On n'est pas vraiment obligé d'aller jusqu'à l'IRM pour affirmer qu'il y a une rupture de la prothèse. Il n'y a pas de consensus pour savoir comment on surveille ces prothèses. Alors, les plasticiens nous disent qu'il peut y avoir des ruptures précoces à partir de 7 ans. Donc, on peut éventuellement proposer une surveillance à partir de 7 ans de la prothèse, une surveillance annuelle par écho. Par contre, pour la mammo, le dépistage, c'est la même fréquence que la population générale en fonction des facteurs de risque. Alors, on a souvent des patients qui nous disent « j'ai peur des rayons ». Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que vraiment il y a un danger des rayonnements? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire que la dose de rayonnement est faible, est très faible. On comprime, on fait tout pour que le rayonnement soit très faible. On est à peu près sur un équivalent de 2 mois d'irradiation naturelle, l'irradiation tellurique qu'on a en France. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 fois moins qu'un scanner thoracique. Il y a un risque, alors théorique évidemment, de cancer radio-induit. C'est pour ça on essaye de diminuer les doses. On l'évalue, on le chiffre, ce cancer radio-induit, à 1 à 10 cas pour 100 000 femmes, pour une patiente qui aurait passé des mammos tous les 2 ans pendant 25 ans. Mais ça, c'est largement contrebalancé par les bénéfices d'un dépistage précoce. Donc en résumé, entre 50 et 74 ans, on reste à une mammo tous les 2 ans. Entre 40 et 50 ans, mammo possible en dépistage individuel. Jamais d'IRM seul, toujours interprété et associé à une mammo et une écho. On adapte la surveillance en fonction des facteurs de risque. On rassure les patientes sur la non-dangerosité de l'examen. Et rappelez-vous que dépister tôt un cancer du sein, on est à 90% de guérison. Et voilà, merci. Je me présente de nouveau, je suis Kemal Özkan, je suis le responsable de la sécurité des systèmes d'information du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Et donc, ce soir, nous allons parler de comment protéger votre cabinet. Alors pour cela, nous allons tout d'abord éclaircir les raisons pour lesquelles il est nécessaire de se protéger et surtout contre quoi doit-on se protéger. Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet en énumérant les différentes méthodes existantes pour protéger votre cabinet. Et enfin, nous verrons également ce qu'il est important de faire si vous êtes victime d'une cyberattaque, car malheureusement, cela arrive et je n'ai nul doute que vous connaissez des cabinets ou des centres hospitaliers qui sont tombés entre les mains des pirates informatiques. Pourquoi et contre quoi doit-on se cyberprotéger ? Pour commencer, rappelons le contexte. Depuis la pandémie, il y a une recrudescence très importante des cybermenaces. Les actes de piratage sont omniprésents et vous le savez mieux que moi, le secteur de la santé est devenu l'un des secteurs les plus concernés par ces augmentations de cybermenaces. On en entend d'ailleurs régulièrement parler dans l'actualité avec de nombreux centres hospitaliers qui en sont victimes. Quels sont les objectifs des pirates ? Eh bien, parmi les objectifs principaux, sachez que c'est le vol de données personnelles telles que des comptes, des identifiants ou des mots de passe pour réaliser des usurpations d'identité par exemple, mais aussi le vol des données financières. Et enfin, le vol de données de santé qui se monnaie très bien sur Internet. Se protéger contre les cybermenaces, ce n'est plus du tout réservé aux établissements bancaires comme auparavant, mais c'est devenu l'affaire de toutes et tous, que ce soit d'un point de vue professionnel mais également personnel. Les cybermenaces principales sont les suivantes. Le piratage de comptes, comme nous venons de l'aborder, le hameçonnage ou phishing, qui passe par l'envoi d'emails frauduleux pour tenter de récupérer des informations ou des accès sur vos équipements, et enfin les rançongiciels, ce nom un peu barbare qui désigne la prise en otage de vos informations pour lesquelles une rançon est demandée en contrepartie. J'insiste très fortement sur le fait que vous n'avez aucune garantie à ce jour de retrouver toutes vos informations intactes. C'est pourquoi d'ailleurs vous ne devez jamais, j'insiste là-dessus, jamais payer de rançon. Et évidemment, être cyberattaqué peut avoir des conséquences importantes, notamment donc professionnellement, financièrement, mais aussi légalement parlant. Et comme vous l'aurez compris, se cyberprotéger est donc très important aujourd'hui. Comment pouvez-vous vous protéger votre cabinet ? Nous allons maintenant énumérer des méthodes relativement simples qui permettent de protéger votre cabinet contre les pirates informatiques. Commençons tout d'abord par la sensibilisation de vos collaborateurs et collaboratrices si vous en avez. Et comme je vous l'ai indiqué, la cybersécurité est devenue l'affaire de toutes et tous. Donc l'ensemble du personnel d'un cabinet doit être formé aux règles standards de sécurité. Et donc pour cela, vous pouvez bien évidemment passer par la formalisation écrite des bonnes pratiques de cybersécurité. Et d'un point de vue technique, vous pouvez mettre en place des solutions comme un antivirus à jour, un pare-feu, du matériel informatique à jour avec des disques durs chiffrés. L'activation aujourd'hui du chiffrement se fait relativement simplement. Des sauvegardes régulières de toutes les données du cabinet. Idéalement, il faudrait que ces sauvegardes soient déconnectées de votre réseau ou d'Internet. Et cela passe également par la mise en place de mots de passe complexes avec un gestionnaire de mots de passe pour vous aider et vous simplifier un peu la vie. Et enfin, par la généralisation d'un second facteur d'authentification qui est très souvent mis à disposition aujourd'hui et qui doit être activé dès que la possibilité vous est offerte. Qu'est-ce que c'est que le second facteur ? Eh bien, c'est un peu comme le SMS que vous recevez lorsque vous faites des actions auprès de votre banque. Automatiquement, la banque va vous envoyer un SMS pour confirmer votre identité. L'identifiant et le mot de passe ne sont plus suffisants pour justifier de votre identité. Et enfin, la sécurisation de votre réseau Wi-Fi en respectant les bons standards et les bons usages. Ces méthodes sont relativement simples et peuvent parfaitement sécuriser votre environnement professionnel mais aussi personnel. J'insiste là-dessus. Que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, vous devez faire en sorte que vos informations soient protégées. Vous pouvez bien entendu faire appel à des audits de sécurité qui vous fourniront ensuite la liste exhaustive des améliorations et des remédiations à suivre pour sécuriser votre cabinet de bout en bout. Et enfin, pour plus de confort ou de tranquillité d'esprit, vous avez aussi la possibilité de souscrire à une cyberassurance. Et de plus en plus de sociétés d'assurance la proposent. Avec toutes les méthodes que nous venons de voir, votre cabinet devrait être très correctement sécurisé. Toutefois, le risque zéro n'existe pas et vous pouvez toujours être victime d'une cyberattaque. Dans ce cas, voyons ensemble ce que vous devez faire. Si vous êtes victime d'une cybermenace, les premiers réflexes consistent à déconnecter le ou les ordinateurs problématiques de votre réseau et de les laisser allumés si vous le pouvez. Ensuite, pour reprendre votre activité, utilisez un ordinateur différent et récupérez vos données sauvegardées, mais ne payez jamais de rançon. En parallèle, réalisez un diagnostic en ligne sur le site cybermalveillance du gouvernement. Et si vous avez subi une fuite de données, réalisez au plus vite une notification en ligne
sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, car il s'agit d'une obligation RGPD. Et enfin, n'oubliez pas de porter plainte auprès des autorités compétentes et de prévenir votre conseil de l'ordre. En conclusion, comme vous l'aurez compris, la cybersécurité est devenue notre affaire à tous, donc il est important, voire primordial, de se préparer contre les cybermenaces. On ne doit plus se demander si un jour on sera piraté, attaqué, mais plutôt quand et sommes-nous prêts en cas d'attaque. Dans tous les cas, les coûts de protection resteront toujours plus faibles que les coûts liés à une cyberattaque qui aurait abouti. Merci encore donc pour votre attention et restez toujours vigilants. On a bien suivi du coup les recommandations d'usage. Donc si je les résume, on donne évidemment jamais ses codes à personne. On protège son cabinet avec un mot de passe complexe. D'accord. Et on a eu quelques questions qui sont venues. Alors, une première remarque peut-être par rapport à ce qui a été dit. Il y a eu des liens hypertextes qui ont été donnés rapidement dans votre présentation. Ces liens hypertextes, on pourra les retrouver sur la chaîne YouTube du Conseil en commentaire. Une première question peut-être qui concerne les rapports avec l'ordre. C'est-à-dire que est-ce que l'ordre est sécurisé et comment puis-je communiquer avec le Conseil de l'ordre? Est-ce que ces échanges sont sécurisés? Est-ce qu'il existe un moyen de transférer des informations qui sont aussi sensibles que le diplôme, l'inscription, etc. auprès de l'ordre des médecins? C'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, nous nous efforçons absolument tous les jours pour faire en sorte que les données des médecins, les données de l'ordre soient sécurisées de bout en bout. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que justement, il y a une messagerie qui a été mise à disposition des médecins, principalement via l'interface Mon Espace Médecin, qui vous permet de communiquer de manière sécurisée avec votre conseil, ainsi que d'échanger des informations et des documents directement via cette messagerie. Toutes les communications sont bien sécurisées, donc vous n'hésitez pas à utiliser cette messagerie pour communiquer avec votre conseil. D'accord, donc Mon Espace Médecin, c'est un site qui est accessible depuis le site du Conseil national. Tout à fait. Vous avez un lien directement sur le site du Conseil national qui vous permet d'aller sur votre espace médecin. D'accord, donc si je tape sur mon moteur de recherche préféré Mon Espace Médecin, je trouve le lien direct. Ok, parfait. Question relative aux critères de bonne pratique en matière de cybersécurité. Je pense que le fond de cette question que je perçois, c'est est-ce que les informations qu'on a ici, moi, dans mon cabinet, je peux les récupérer? Comment je trouve la checklist des bonnes pratiques en matière de cybersécurité? Est-ce qu'il y a un site dédié aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité pour moi, mais également pour les personnes avec lesquelles je travaille? On a effectivement, donc oui, les bonnes pratiques sont bien disponibles sur Internet et notamment sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc je vais vous mettre le lien dans la présentation qui vous permettra de récupérer ces fameuses bonnes pratiques et potentiellement donc d'utiliser celles-ci pour pouvoir sécuriser votre cabinet. Elles sont très simples à comprendre et vous avez à chaque fois un paragraphe explicatif pour chacune de ces différentes mesures. D'accord, une fois de plus, le lien sera disponible en commentaire. Et finalement, on a l'impression que la cybersécurité, c'est une affaire d'experts. D'accord ? Toutes les mesures que vous avez présentées, à titre individuel, je n'ai pas le sentiment qu'on soit bien capable de couvrir le champ intégral des mesures de protection pour éviter d'être cyber attaqué. Est-ce que ces mesures peuvent être mises en place par des personnes lambda, individuelles, des béotiens de l'informatique, ou est-ce qu'il faut obligatoirement des informaticiens ou des experts pour nous aider à lutter contre la cybersécurité? Alors non, il n'est pas nécessaire d'être un informaticien aguerri ou d'être un expert dans le domaine. Vous pouvez parfaitement utiliser la liste que je vous ai présentée juste avant pour mettre en place ces fameuses mesures, ces fameuses techniques de sécurisation de votre cabinet. Elles sont relativement simples et c'est bien l'objectif, c'est que n'importe qui puisse les mettre en place sur justement un environnement professionnel. Mon Espace Médecin,
Vous retrouvez avec votre adresse RPPS et votre adresse email déclarée au Conseil de l'Ordre. Vous recevez un mail de confirmation parce que effectivement il y a un principe de double authentification. L'adresse mail que vous rentrez, si elle n'est pas renseignée par le Conseil de l'Ordre, eh bien vous ne pouvez pas vous authentifier. Donc si jamais ça ne fonctionne pas, rapprochez-vous de votre conseil départemental pour modifier, mettre à jour votre adresse mail. Et dans ces cas-là, vous tombez directement sur mon espace médecin, qui est effectivement le coffre-fort de l'Ordre des médecins. Et dans ce coffre-fort, vous pouvez déposer une demande, une requête, un questionnaire, un dossier d'inscription, modifier une demande d'activité, modifier votre adresse de correspondance et faire toutes les démarches en ligne et avoir également une boîte d'échange interne, donc une messagerie sécurisée, et vous avez une traçabilité des informations qui sont communiquées entre vous et le Conseil de l'Ordre. Est-ce que c'est exactement ça ou pas ? C'est tout à fait ça. Et pour compléter, justement, effectivement, on essaye en permanence d'agrémenter justement cet espace médecin de plusieurs fonctionnalités, de plusieurs propriétés qui permettraient aux médecins justement d'avoir des communications directement avec son conseil ou avoir accès à différentes fonctionnalités professionnelles via son espace médecin de manière sécurisée de bout en bout. Et est-ce que les données des médecins, alors ça c'est une question que moi je vous pose, est-ce que les données des médecins sont sécurisées au sein du Conseil de l'Ordre ? Comment sont conservées finalement les données des médecins, les contrats qui nous sont adressés, les diplômes et les coordonnées des médecins que nous détenons ? Nous stockons toutes ces informations-là effectivement de manière sécurisée et chiffrée sur nos instances, sur nos différents points de stockage. Et l'objectif étant évidemment que même si nous sommes cyberattaqués, nous puissions faire en sorte que les informations ne soient pas lisibles ou récupérables par les pirates informatiques. D'accord. Une dernière question qui nous a été posée entre-temps. Alors, comment sait-on... Attendez, bougez pas. Pouvez-vous, je vais la lire textuellement parce que je n'avais pas pris connaissance avant, pouvez-vous indiquer qu'il existe désormais des centres de ressources régionaux en cybersécurité pour les professionnels de santé, je pense. Bougez pas, je vais aller à la fin. Voilà, pour les professionnels de santé, peuvent-ils accompagner les libéraux et ils sont pilotés par l'ARS et le grade de chaque région en coordination avec l'ANS. Je pense que c'est quelqu'un de bien renseigné qui pose la question. Effectivement, oui. Ça a l'air d'être une personne bien renseignée. Alors, je n'ai pas forcément cette information, mais je ne serais pas étonné qu'effectivement l'ANS et l'ARS mettent à disposition des ressources sécurisées pour pouvoir accompagner les médecins, qu'ils soient libéraux ou non, dans la sécurisation de leurs informations. Eh oui. Alors pour décrypter un petit peu cette question et sortir des abréviations, le GRAD, c'est la structure délocalisée de l'ARS qui s'occupe plus spécifiquement de développement informatique. L'ANS, bien sûr, c'est l'agence du numérique en santé. Et je pense que la question est très en lien avec les incitations aux médecins à utiliser des produits qui soient conformes au Ségur du numérique en santé. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il existe des centres de ressources régionaux? Pas nécessairement, mais je pense que l'ARS diffuse régulièrement, parce qu'on les voit passer, des informations relatives à la sécurité du cabinet et également au fait d'amener ces outils vers le Ségur du numérique pour avoir le package de sécurité complet. Et sinon, quand on est hacké, harcelé, comment est-ce qu'on sait finalement qu'il y a une fuite dans nos données ? Quel est l'indicateur qui fait qu'on sait qu'on a eu un malware ou bien une cyberattaque ? Alors on ne le sait pas forcément, ce n'est pas obligatoirement visible. Mais donc là, l'objectif, c'est de faire attention aux petits signes, aux signes qui pourraient nous permettre de voir des comportements anormaux ou des informations nous concernant qui seraient disponibles sur Internet. Donc parfois, rechercher certaines de nos informations sur Internet est aussi une possibilité pour nous de vérifier que les informations n'ont pas fuité. Sinon, vous avez également la possibilité de mettre en place des outils sur vos postes de travail au sein de vos cabinets pour vous assurer que vos informations ne fuitent pas sur Internet et qu'elles ne sont pas compromises non plus. Il y en a toute une liste relativement exhaustive, mais beaucoup de ces solutions sont souvent préconisées soit par l'ANS, soit par l'Ordre des médecins. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces listes-là et à mettre en place ces fameuses solutions sur vos postes de travail afin de sécuriser vos informations.
quelles qu'elles soient, que ce soit des données personnelles, des données de santé ou des données financières. Et n'oubliez pas, c'est extrêmement important, sauvegardez vos informations. Sauvegardez régulièrement vos informations, mettez à jour l'intégralité de vos équipements, faites en sorte que les vulnérabilités qui sortent régulièrement n'impactent pas vos systèmes, vos postes de travail ou votre cabinet. Donc en conclusion, avoir un système de protection qui soit fiable, actualisé, ne pas utiliser un vieux antivirus qui n'est pas connecté avec les nouvelles attaques parce qu'il y en a tous les jours. Avoir des mots de passe complexes, on est bien d'accord là-dessus, c'est ce qu'il faut retenir. Ne jamais évidemment communiquer son mot de passe à un tiers et avoir plusieurs mots de passe et ne surtout pas utiliser un seul et même mot de passe qui pourrait ouvrir plusieurs applications parce que là, effectivement, une fois qu'on a trouvé un mot de passe, on a accès à l'intégralité des données, c'est bien ce qu'il faut retenir. C'est exactement ça. Un mot de passe, un identifiant et un mot de passe, c'est un peu comme une clé. Une clé pour une serrure. En général, vous avez une clé pour des serrures différentes. Donc faites en sorte d'avoir effectivement plusieurs clés, plusieurs mots de passe différents suivant les services ou les fonctionnalités que vous utilisez. Oui, sinon, c'est comme avoir le pass dans une entreprise, on l'a bien compris. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci également à Fanny Riera Medina qui est intervenue en première partie. Vous retrouverez le jeudi de l'ordre d'ici une dizaine de jours sur le site du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur l'onglet communication, les jeudis de l'ordre. Nous étions au 38e jeudi de l'ordre de l'année. Nous sommes très fiers de pouvoir vous proposer des interventions de qualité. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.